C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez. C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde, épisode 67 du 12 novembre 2019. On est revenu à la formule traditionnelle du podcast. Comment ça va les gars? Boum! Tabarouette Max, salut Lepage. Il y avait quand même de l'enthousiasme Oh! dans la réponse de Max. J'essaie d'avoir de l'enthousiasme. C'est le maximum d'enthousiasme que je peux avoir de mon côté. JF, il n'est pas là aujourd'hui, raison personnelle. Il y a eu, en tout cas, une affaire puis une autre. Ça ne marchait pas. Lepage, on a été le booster pour qu'il vienne. Faut vous dire... Que de péripéties. On était dû pour l'enregistrer. Moi, je suis arrivé une demi-heure à l'avance. Ouais, Max était là, fait qu'on a écouté des Word Up! Oh yeah! Word up! Fait qu'aujourd'hui, on va commencer par nos news. Max va... On a du stock, hein? Ouais, on a du stock, on va rouler. Max va nous parler de Luigi Mansion 3, que je pense jouer également une quinzaine d'heures. Fait que c'est quand même une Facile. bonne, J'arrive de proche de 20 sur ma game, mais au moins 5 heures que viré dans le beurre. Fait que... Bon. Après ça, il va y avoir Lepage qui va nous parler de Outer World. Yes, je dois avoir 20 à 30 heures là, de mis sur ce jeu-là que- dans les dernières semaines. Ça allait faire des bonnes reviews. En tout cas, reviews ou impressions, peu importe. Là. Ouais. Je sais pas, vous êtes des critiques très crédibles. C'est mais- sûr, ça sera pas une grosse review en profondeur pour moi, mais tu sais, c'est une bonne impression, comme on Ouais, dit, c'est là, ça. à date. Bon. Comment ça va? Fait que pars-tu le Block News, Max? Yes! Allons-y avec le fucking Block News. Archive.org. Est-ce que vous connaissez ça, les gars? Yeah. Archive.org est un Ah site ouais, je un connais peu ça. d'abandonware ou shareware, freeware, on sait plus trop. Là. Toutes les affaires qui ont des copyrights levés, que ce soit des livres, des chansons, des jeux, des films, n'importe quoi, là. Bon, ben moi, je veux parler des jeux. Fait que c'est ça, il y a 2500 nouveaux jeux qui ont drop sur le site dernièrement. À partir de ces jeux-là, on a juste à cliquer sur le jeu en question, puis ça part en DOSBox dans ton furteur. Comment on appelle ça? Ton browser? Ben, normalement, c'est le programme. Ça te prend le programme DOSBox, là, puis tu downloads le fichier, puis là, il faut que tu ailles drag and drop le fichier EXE du... Ben, c'est ça, le site, tu peux le faire direct. Tu cliques dessus Ok, le jeu, ok. ça part en DOSBox. Ah bon, au Je moins. sais pas si tu peux sauvegarder tes games, ça fait le même, là, mais tu sais, si tu veux juste jouer puis passer à un autre jeu rapidement, Alors, on ça s'entend se que fait bien. des jeux comme Phantasmagoria, t'aurais pas trop Non. le choix de le mettre en local. Mais ça se fait aussi bien local, là. Tu downloads le programme DOSBox, tu prends le XE du jeu, tu le drops dans ton Dropbox. Ah, ok. Dropbox. Le Dropbox. Dropbox. Fait que parmi les nouveaux jeux, il y a Alone in the Dark, c'est sûr, là, c'est pas des grands jeux. Ben, c'est un grand jeu, mais c'est quand même rétro. Il y a un vieux Elder Scroll, Redguard, je pense que c'est le 2, les Ultima. J'ai passé un peu de temps là-dessus, voir c'était quoi les jeux qui étaient disponibles. De tous les vieux jeux Apogee que j'ai joués quand j'étais jeune, comme Commander King, Crystal Cave, Secret Agent, Tukniken, ces affaires-là. Le jeu que j'avais reviewé là, à l'Halloween, c'est quoi? Biomenace. Donc Monster Bash. Monster Bash, je dois avoir ça aussi. Fait que si vous voulez, il y a un dimanche après-midi qui pleut, là, vous pouvez aller faire un petit tour sur archive.org. Puis ça me fait penser un peu à un rétro-paille, pour vrai. Un peu. Là. Ben là, on se calme, là. Mais en tout cas, C'est un Pour la- voyage dans le temps. Une belle bibliothèque de jeux c'est de ça. DOS. on Puis pourrait dire ça de tout est même. légal. Là. Fait, n'ayez pas peur. Là, votre ordinateur ne sera pas gangbangé, là, je peux vous le dire. Ah, Ben, je pense. ça dépend quel site tu vas voir après avoir joué Ouais. à tes Abandonware. Mais c'est supposé être clean. Hein? Hein? Bon. Fait que Max, Pokémon Leak. Ouais, ben comme vous savez, on est à une semaine de Pokémon, qui sort même moins que ça. là. C'est quand que ça sort Ça exactement? sort vendredi le 15. Nous Ok. sommes présentement le 12. Ça s'en vient très bientôt. L'embargo a lifté v'là 2 jours. Ça veut dire que les reviewers qui ont eu des review copies ont le droit de parler de leur expérience plus qu'à un certain point. Ils ont le droit vraiment de montrer ce qu'ils veulent. Ce qui veut dire qu'en effet, les leaks ont commencé. Il y a déjà du monde qui joue à une version de Pokémon Sword and Shield sur leur Wii et sur leur Switch hacké, là, que tu peux jouer au complet. Le jeu est leaké au complet Ok, sur fait que Internet. là, c'est sûr que ça va briquer ta Ben, ça, Switch. probablement, il y a sûrement des fichiers truqués pour briquer ta Switch là-dedans par Nintendo en tant que tel, j'imagine. Mais il y en a qui sont jouables, j'ai entendu dire, c'est une Switch hackée. Mais l'important là-dedans, c'est que les leaks des Pokémon qui ont fait le cut pour se ramasser dans Sword and Shield est dévoilé, parce que c'est pas tous les Pokémon. Le Pokédex national n'est pas disponible pour cette édition.
Donc, ils ont choisi certains Pokémon à mettre dans la nouvelle version. Le Pokédex national, là, c'était quoi donc? Ça, c'était tous les Pokémon qui existent à la date. Genre, t'avais ok. le Pokédex de la génération. Genre, le premier, c'est les 150 premiers Oui. Pokémon. Après ça, t'as Johto sans autres Pokémon. Si t'as le Pokédex de Johto, ça l'arrête à 250. OK, fait que c'est comme les expansions totales. Le Pokédex national, c'est ça tout. englobe tout. Exactement. Tandis que normalement, quand tu pognes le Pokédex, si tu joues dans Black, tu vas juste avoir dans le Pokédex de Black les Pokémon de l'édition Black. T'as pas les autres. Fait que normalement, tu as tout le temps un National Dex qui te permet d'importer n'importe quel Pokémon de n'importe quel jeu, pas mal. Là. Et pour cette édition-là, ça change. Donc là, il y a eux autres qui ont fait le cut ou non. Il y a même certains moves, des attaques qui n'ont pas fait le cut. Il y en a qui ont été retirés. Donc vous pouvez tout aller voir ça. On ne ferait pas de spoil ici. Là. Les listes sont disponibles. Vous irez voir ça si vous voulez avoir des renseignements sur votre Pokémon préféré s'il fait partie du nouveau Pokémon. Mais je connais pas beaucoup Pokémon en général. Yep. Les autres jeux Pokémon, tu dis que d'habitude, tu avais accès à toutes. Oh, Parce que moi, je trouve pratiquement ça normal que le catalogue, en guillemets, soit pas là au complet. C'est rendu à quoi, là, 6, 7, 800? Facile, on doit être rendu à 900 même. C'est de la job en Mais cercle créé à chaque fois. l'affaire, c'est pour ça qu'ils ont sorti, que genre Pokémon Fire Red puis Leaf Green a été ressorti, qui est un remaster des premiers Pokémon au Game Boy, parce qu'à partir du Game Boy Advance, ils ont changé l'architecture de trading. Fait que eux autres, du Game Boy normal, étaient pas disponibles à amener genre dans le Game Boy Advance. Fait que si tu voulais jouer à Ruby Saphir, tu pouvais pas prendre eux autres de la première génération, parce que c'était pas le même code de programmation. Mais là, en faisant les vieux Pokémon sur le Game Boy Advance, genre au milieu des années 2000, ils ont bypassé cette wall-là qui permettait de les capturer puis de les envoyer jusque dans Sun and Moon avec la Pokébank. Pokébank sur 3DS, c'était fait pour ça. C'était fait pour synchroniser les autres jeux de Pokémon, puis tu pouvais envoyer les Pokémon que tu avais. Donc, tu pouvais le pogner. De tous les jeux, là. Théoriquement, tu pouvais pogner des Pokémon du Game Boy Advance, les amener dans ta DS, après ça, les amener à OK, 3DS, mais je peux pas puis tu pogner pouvais les un monter. Pokémon jaune. Je pourrais pas monter ça dans ma DS. Là. Ben oui, si tu l'avais dans d'autres versions. Même des fois, dans version 3DS, tu pouvais pogner des Pikachu si tu voulais, ils le mettaient déjà. Monter mes... Je peux pas prendre une cassette du vieux Game Boy, la mettre dans mon Non, Advance. non, c'est puis ça. après Là, il fallait trader, puis essayer de faire bypasser ça de même. Ben, normalement, tu pouvais, mais là, à cause de l'architecture des vieux Pokémon, tu me dis, la de programmation jaune, marchait rouge, pas, c'est ça. Fait que là, il fallait que tu achètes la version Game Boy Advance. Mais là, en ayant la version Game Boy Advance, ça te permettait des montées à Ruby Saphir, après ça, des montées dans dans Black and White, puis après ça, des montées dans X and Y, puis tu pouvais les envoyer jusqu'à ce que tu puisses les mettre dans ta Pokébank. Une fois dans ta Pokébank, ben là, tu peux les envoyer, si tu veux, dans Sun and Moon, dans X and Y. Tu peux les envoyer même dans... Ça veut dire de quelle année à quelle année, ça? Comme ça? C'était du début jusqu'à Sun and Moon qu'on a là. Mais Game Boy Advance, tu parles de... Ça, 2000, quoi? Leaf Green a peut-être été sorti. Hey, je peux pas vous dire la date exacte, mais c'était au début des années 2000 là, que Leaf Green a sorti. Ouais. Ça permettait d'emmener tes Pokémon d'assez loin, puis pouvoir jouer avec jusque dans la dernière itération des Pokémon qu'on a là, qui était Sun and Moon. Tu avais Sun and Moon 2, me semble. Là. Mais bref, tu pouvais traîner tes Pokémon. Là, ça change à partir de cette génération. Le monde ne sont pas contents. Et c'est un des jeux les plus mitigés de Pokémon qui est sorti à date. Qui divise... Il est même pas sorti. Ouais, ben, qui divise le fanbase. J'ai jamais vu un jeu de Pokémon qui divisait le fanbase de même à date. Genre sorti ou non. Parle d'une tragédie. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, Mano sur Pokémon. C'est good. Je vais continuer avec le PS5 qui serait peut-être ou probablement rétro-compatible jusqu'à la PS1. Je sais que c'est une vieille nouvelle, là, ça cause que ça fait un bout là, qu'on a fait un vrai épisode, fait que je ressors mes vieilles vidanges. Mais il y aurait une rumeur d'un leaker qui s'appelle le PS Erebus qui est quand même, ça a l'air bien plugué dans le milieu, qui aurait dit sur un tweet « N'échangez pas ou ne jetez pas vos jeux de PS1, PS2, PS3, PS4. » 25 ans, là, je pense que c'est le 25e anniversaire de PlayStation, Sony, ou je sais pas trop. Là. Fait que là, beaucoup de monde pense que les jeux de PS1 vont être rétro-compatibles. Non. Les jeux de PS1, PS2, PS3 vont être compatibles avec la PS5. Mais là, moi, je me demande, c'est quoi? Ça va être le CD? Ça va-tu être... Est-ce qu'ils veulent dire par là qu'on va pouvoir soit avoir une librairie les jeux ou comme le Wii Store, puis tu rachètes tes jeux là-dessus. En faisant ça, ils se tirent dans le pied un peu, là. Parce que là, la PS Store vendra plus de jeux de PS1. Ouais, je sais pas. Mais en même temps, il faut que tu l'aies. Ouais.
Je te garantis pas que tout le monde qui a acheté, mettons, Okage ou Wild Arms à PS4 avait l'original dans sa collection. Non, c'est sûr, là. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui dit que ça serait quelque chose qui ferait acheter un PS5. Que le monde il était comme là, je suis pas trop sûr si j'achète ça. Mais là, vu que tout est rétro-compatible, là, hey, tabarouette, ça allait élargir la librairie. Je sais pas si c'est vrai. On va le voir là, prochainement. Je n'ai rien d'autre à dire. Je sais que le PS4 a été officialisé comme quoi que ça allait être rétro-compatible. À part de ça, là, il y a du crossplay aussi, j'ai entendu dire. Tu vas pouvoir commencer à jouer un jeu sur ton PS4 puis le terminer sur le PS5. Avec le même save, là. Fait que je vais continuer avec la Saturn SD. J'ai vu ça passer dernièrement. Il y a de la technologie qui est en train d'avancer pour éventuellement domper des ROM sur une carte SD puis les faire passer dans notre Saturn. Je trouve ça intéressant qu'on ne veut pas. Collectionner du Saturn, je pense que c'est une des consoles les plus dispendieuses actuellement sur le marché. Après ça, la plus dure à émuler aussi. Plus dure à émuler. Ah, c'est quelque chose. Le Sega Saturn, là, on s'embarque de quoi en tabarouette quand tu veux collectionner ou jouer. J'ai tombé sur cette talle-là en faisant des recherches d'Action Replay. J'ai vu sur un site de collectionneurs de Sega Saturn, puis il y a quelqu'un qui avait posté ça. Je voyais un Action Replay avec une fente pour mettre des cartes SD dedans. Fait que là, je me suis dit, c'est-tu une Action Replay qui joue des jeux à partir de la carte SD, en tout cas? Finalement, non, c'est pas ça. Mais c'est en développement. Là. Le gars qui a craqué le Saturn, il y a 2 ans, est en train de faire un projet qui s'appelle le Satiator. Je sais pas, ça veut dire quoi, Satiator, ça, tu sais quoi? Ben, un genre de Terminator avec Saturn mélangé. Ah, ben ouais, c'est tabarouette, c'est bien trop vrai. C'est quoi de même, là? Pour le monde qui ne le savent pas, ça vient un peu technique. Sur le Saturn, il y a un petit panneau arrière où on change notre batterie normalement. Dans le temps, tu pouvais acheter une device pour être en mesure de lire des DVD. C'est des méga CD, mais ça s'appelait. Des CD vidéo des années 90. Fait que le gars va passer par cette porte-là pour créer une device. Passer par la porte de arrière. Je passe pas par en avant, tu passes par en arrière. Fait que là... fait qu'il est en train de taponner là-dessus. Fait que on va plugger ça en arrière. Aucune modification là, hard mode. À cause actuellement, tu peux en faire des hard mode pour faire le. Ça, tu veux dire hardware, là, mais modifier de quoi physiquement. Ouais, c'est ça. Tu rentres les fers à souder. Ouais. Fait que là, lui, ça va être vraiment... Il va vendre un dispositif, tu rentres ça dedans, t'as rien à ouvrir, rien à faire. C'est ça le but, là. Ça va être une continuité de ce qu'on a déjà, nous autres, sur l'Action Replay, justement. Ça s'appelle le Pseudo-Saturn, qu'on a comme flashé quelque chose. Ils prennent l'interface du Pseudo-Saturn, ils sont en train de l'évoluer en plus. Il y a des nouvelles versions. Fait que ça va être un autre Pseudo-Saturn, mais qui va passer par la porte arrière via une carte SD. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, Pseudo-Saturn, ça permet de lire des backups en flashant la mémoire de ton Action Replay avec un CD. Ta Action Replay devient un peu un device à jouer des backups à place de hacker puis de sauver. On pourrait comparer ça là, à la modification de la chip au PS1. Oui. Ouais, mais encore, la chip, c'est hardware. Ouais. Là, on est dans le software. Parce qu'on modifie rien physiquement, on n'ajoute rien qu'une cassette. Ouais. Mais ça permet de jouer des jeux gravés de la Saturn. Puis ça fait pas longtemps. Des backups. Très important. Ouais. Fait que ça fait 2 ans de ça. Puis là, ça évolue. Ça évolue très vite. Moi, j'aime bien ça, suivre ça. Puis, en plus, il y a toute une communauté de développeurs indépendants là, qui s'amusent à programmer pour le Saturn. En tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Là, mais je vais me mettre à faire des jeux de Saturn, les gars. Vous allez voir, je vais venir riche. Bon, ben, Criff, bien content, man. Bien content. Je vais continuer avec... j'ai fait des petites recherches sur le Medieval qui est sorti, le remake, qui est sorti le 25 octobre 2019. Ça a l'air quand même pas si pire. Donne-t-il encore des hauts le cœur? Ouais, ça a l'air que les contrôles, ça serait pas sa force. J'ai joué au démo. Il y a un démo qui est disponible. OK. C'est correct. Ben, c'est ça que j'ai pu comprendre. C'est correct comme Death Stranding est correct. Ouais, c'est ça. Ça... J'ai pas joué à Death Stranding, donc je ne vais pas commenter là-dessus, mais je pense pas que ça donne le motion sickness comme ça le donnait dans le temps. Mais ils ont gardé... ils l'ont pas modifié beaucoup, fait que t'as encore l'angle de caméra fixe souvent qui fait qu'il y a des murs qui te cachent des affaires de même. Des fois c'est asymétrique, fait que c'est un peu weird à contrôler. L'original était de même en partant, avec si vous avez de la nostalgie pour l'original, je pense pas que ça va vous déranger, mais je trouve pas qu'ils l'ont assez modifié pour dire que ça a super bien vieilli puis le conseiller à quelqu'un qui a jamais joué. Mais ça, j'écoutais comme les programmeurs, ou tu sais, un peu comme ils mettaient leurs commentaires en même temps que présentaient le jeu, ils disaient que tu pouvais prendre le guide de Medieval du PlayStation 1 puis que tu allais jouer avec lui.
C'était ça le but, un peu. C'était vraiment garder l'essence du premier jeu puis pimper les graphiques. Ça a l'air beau, mais tu sais, moi, j'étais pas un fan de Medieval. Je trouvais ça intéressant comme démarche. C'est un peu comme ils ont fait avec Crash Bandicoot. Là. Ils ont juste remake, dans le fond. Il n'y a pas de remaster là-dedans. Ils n'ont pas mélangé. Ils n'ont pas rajouté rien. Ils ont rajouté quelques éléments de collectathon, comme tu dirais. Collectaton. Comme dans Crash Bandicoot, ça a l'air tu peux aller chercher d'autres affaires qu'ils ont mis. Mais je sais pas si c'était la franchise à refaire. Ça a l'air qu'il y a un cult following envers ce jeu-là, mais il y a peut-être autre chose là, à remasterer avant Medieval. Mais en tout cas, ça c'est mon opinion. Mais les fans, eux autres, ont l'air à bien triper là-dessus. Là. Des cult following, il y en a dans n'importe quoi. Là. Il y en a pour Damashi, je sais pas trop quoi. Là. C'est des jeux bizarres. Damacy. Il y a un cult following. Il y en a un sur la Switch, je pense. N'importe quoi, c'est ce jeu-là de Katamari Damacy. Tu roules des boules, genre en étrange. OK. Allez, on va continuer avec le page sur le studio Google qui vient de profiter de notre subvention. Yes, Google qui a annoncé l'ouverture d'un premier studio de gaming pour Stadia, premier studio first party, qui va être à Montréal, vient de profiter de nos généreuses subventions, comme dirait Michael. Ça va être sous la direction de Jade Raymond qui a travaillé avant chez Ubisoft. C'est elle qui a mis sur pied Ubisoft Toronto, entre autres. Fait que là, ils sont en train de se coquifier pas mal, là, le monde. Là. Quand il y a un studio qui arrive de même, là, ils vont aller chercher du monde dans d'autres boîtes. C'est ça, Jade Raymond était chez Ubisoft au début. Après ça, elle a travaillé. C'est elle qui a mis sur pied Emotives à Montréal. Puis là, elle s'en va chez Google faire... la même chose, encore une fois, mettre un studio sur pied de zéro. Que ça court d'une boîte à l'autre, comme les femmes, ça court d'un ménage à l'autre. Bon. Ça va-tu bien? Faut croire que le chèque est alléchant. Ouais. Ben, c'est sûr. Fait que ça fait-tu le tour de ton studio Google? Là? Ouais, mais on parle de développement de nouvelles propriétés, mais encore pas de détails, effectivement, sur qu'est-ce qui s'en vient, mais ça va être à surveiller. OK. Fait qu'en lien avec ça, Max... T'as des nouvelles sur le Stadia? Ben, Max, ça va être aussi le page là-dedans. Là, le page a autant à dire que moi là-dedans. On a eu le launch title, la liste des jeux qui vont sortir avec le Stadia. C'est pas ce vendredi, mais c'est mardi prochain. Le 19? Le 19 officiellement. 19, c'est mardi prochain. C'est pas garanti que tout le monde va l'avoir le 19, mais ça commence. Les gens devraient commencer à l'avoir à partir du 19. En même temps que Shenmue 3, hein? Pauvre Shenmue 3. D'ailleurs, Shenmue, on va avoir une petite nouvelle à propos de ça qu'on n'a pas marqué là-dessus. On en reviendra tout de suite après. Je vais rajouter un petit quelque chose à propos de Shenmue. Gardons ça en tête. Mais Stadia, là, c'est pas à se rouler à la terre, je vais être honnête, là, comme lancement. Non, il y a 12 pas. jeux, incluant Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Just Dance. Puis ton jeu gratuit, c'était quoi donc? C'est Destiny 2. Mortal Kombat, Red Dead Redemption 2 qui est probablement le plus gros titre là, parce que ça vient de sortir sur PC. Ça va être fou les serveurs pour qu'ils runnent ce jeu-là, que même les plus grosses cartes vidéo au PC ont de la misère à le runner. Samurai Showdown et les 3 derniers Tomb Raider. C'est pas le plus gros line-up de l'histoire, mais on va voir qu'est-ce qui va s'ajouter. T'as oublié Thumper. Effectivement. C'est quoi Thumper? Il y en a 2-3 que je suis passé par-dessus, mais je sais pas trop c'est quoi. Guilt, Kine et Thumper. Effectivement, je suis passé par-dessus ces 3-là. Ça veut fuck all dire, c'est quoi ça? Niaiserie, mais bref, ouais, assez weak, hein? Si, man, je fais partie de ceux qui l'ont commandé, fait que je vais voir. Tu vas pouvoir tester plus plus en reparlerai plus quand je l'aurai dans mes mains. Au moins, il y a quelqu'un dans le crew qui va pouvoir le tester. J'aimerais rajouter que c'est un achat de Drunk que Mr. Lepage a fait. Il était sous il l'a acheté. Je l'ai fait tout de suite après la conférence de presse du reveal. Là. Je devais être chaud. Avec quelques bières. Il l'a acheté, les gars. Au pire, j'aurai un Chromecast. Là. Ouais, c'est ça. Mais avant qu'on saute à l'autre sujet, Shenmue, dans le fond, pour ceux qui voulaient l'acheter, mardi prochain, le 19, va peut-être falloir que vous attendiez parce qu'il y a des grosses rumeurs qui circulent comme de quoi que Shenmue serait déjà en rabais au Black Friday. Donc, faites attention. Ça va pas bien pour les pre-orders. Ouais, faites attention si vous voulez l'acheter Day One. Moi, j'avoue que je suis un peu brisé sur cette nouvelle parce que j'aimerais encourager Shenmue puis montrer qu'ils ont fait le bon move en l'achetant Day One. Faire oui, on le voulait. Ouais, mais c'était pas la date. Puis je l'ai déjà parlé du fait que de sortir Shenmue en novembre, c'est une mauvaise idée. Ouais, mais quand rendu là qu'ils sortent au prix, ils vont le mettre au Black Friday. Tant qu'à ça, de 1, et moi j'aurais attendu en janvier. Tu sors au Black Friday. Y a-tu des gros jeux en janvier? Pas tant.
Ça aurait été un bon jeu à sortir après les fêtes. Janvier au moins, peut-être février, pas mars parce que là il y a finale puis tout, mais ça c'était une mauvaise idée de le sortir en période morte. Parce que là tu sais t'es à travers t'es à travers Call of Duty, Death Stranding, Pokémon, toutes les grosses sorties pour Noël. Ouais, ça j'aime pas ça. Puis bref, en plus qu'on a la nouvelle qui va sûrement avoir un discount. Même moi qui l'attends depuis longtemps puis qui a backé une coupe de pièces, je vais attendre parce que j'ai pas backé assez. Voyons, Carlis. J'ai pas backé assez pour avoir une copie. Donc, je suis vraiment déchiré sur cette nouvelle. Ça l'augure pas bien pour Shenmue, j'ai l'impression. Puis le page shoot en faisait mention dans nos discussions. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de hype. Mais en même temps, si c'est un jeu qui est fait pour venir finir la trilogie, si t'as pas joué aux 2 premiers, je sais pas si t'as vraiment de l'intérêt à Shenmue 3. Je sais pas, man. C'est sûr qu'ils peuvent pas s'attendre à en vendre des millions. Déjà que les premiers, c'est des codes classiques. C'est pas des jeux qui ont vendu tant que ça. Ben, ça allait causer la mort du Dreamcast. C'est pas des jokes, là. C'est un très bon jeu, mais ils ont trop misé sur Shenmue, puis ça n'a pas assez vendu, ça a tué la console. Ouais. Donc, c'est le fun pour les fans, mais c'est pas un jeu qui va être un hyper gros succès, d'après moi. Ah, j'ai peur. J'ai peur, mais j'ai hâte encore. C'est sûr que je l'achète. Mais toutes ces nouvelles-là, je trouve que c'est pas de bonne augure. Mais c'est parce que là, on n'a pas joué au jeu. On va le voir rendu là. Puis en plus de ça, côté graphique, c'est pas la grosse bombe. Là. C'est pas ça le point de Shenmue. C'est de continuer l'histoire. Puis... C'est comme on l'a déjà dit, ça vient finir la trilogie, mais on a déjà dit quelqu'un qui voudrait un jeu comme Shenmue aujourd'hui, qui n'a jamais joué à Shenmue, c'est peut-être mieux avec Yakuza, avec Sleeping Dogs, des affaires dans Je peux pas recommander Shenmue à quelqu'un qui n'a pas joué aux 2 premiers, puis de se mettre dedans avec... C'est un mindset de vieux jeu, là. C'est un mindset, ils ont surpris l'engine du Dreamcast, c'est quoi qu'ils ont fait? Non, ben tu sais, il a fallu que ça soit quand même assez semblable à ce que j'ai vu à date, mais le système de combat est différent, l'engine d'exploration a l'air différent, tout était différent, là. Mais quand même, s'ils veulent plaire aux fans, il va falloir qu'ils suivent au moins qu'est-ce que les 2 premiers Shenmue ont fait. Là, on peut pas trop s'en éloigner pour aller chercher les autres, parce que là, tu vas t'aliéner tes fans, ce que t'as là. Puis en plus, que tu n'iras pas chercher personne, tu n'iras pas chercher tes fans hardcore, puis tu vas décevoir le monde, le grand public. Fait que moi, je dis qu'il faut vraiment qu'ils espèrent qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils misent sur les fans en ce moment, puis qu'ils disent, gars, là, fuck tout le monde, là, c'est plate à dire. Mais... Non, mais je pense que ça a pas mal tout le temps été ça, l'optique. Là. Je pense pas qu'ils considéraient que ce serait un jeu qui va vendre 10 millions de copies. Surtout qu'ils ont fait leur argent sur Kickstarter, ce qui était pas mal des fans qui ont backé. Normalement, la communauté Shenmue va loin, là. La communauté Shenmue est psycho. Presque plus que la communauté Zelda et Pokémon. On est rendu deep. C'est tout des incels. Bon, on va continuer avec le nouveau theatrical trailer, le nouveau... comment ils appellent ça, là? La bande-annonce. La bande-annonce de Sonic. Je sais pas si vous avez pas ça passé dernièrement. Là. J'ai vu ça, je pense, hier ou avant-hier, qui était le 11 ou le 10 novembre. Fait qu'ils ont toutes refait notre cher ami, l'hérisson. Il regarde mieux, pareil, je trouve. Là, pas mal plus beau. Il est pas mal plus beau. Le monde, il a des bons commentaires. Pas mal. Le film a de l'air cringe encore, mais... le film a l'air plate en crise. J'ai envie de dire que c'est ça qui va tuer la carrière de Jim Carrey. Un peu comme le gars du câble. Je suis pas sûr, là. Mais pour vrai, là, Jim Carrey, il a de l'air très bon, pareil, dans son rôle, mais toute la côté, là... J'ai hâte de voir. J'ai envie d'aller le voir tellement que ça a de l'air guenille, man. D'aller le voir à cause que ça a de l'air guenille. Comme la première fois. Puis j'aimerais ça voir la première version avec la... Man, ça va puer le tour de bras dans cette salle de cinéma. Avec une gang d'incels avec des chapeaux de Sonic partout, man. Ça va être de toute beauté. Mais non, mais je suis curieux pareil pour cette œuvre-là. C'est fait par des gros studios hollywoodiens avec... Ben, c'est ça, je voulais en parler. Ça va sortir le 12 février. Fait que le monde pour la Saint-Valentin, aller voir Sonic, ça va être merveilleux. Ou ça va être une gang d'incels qui vont aller voir ça pour oublier qu'ils sont tout seuls. Fait que... Ouais, je pense que je vais être là. On va peut-être faire référence à ce groupe-là. Ma soeur va penser que je suis là-dedans. Là. Bon. C'est pas déjà le cas? Oui. Mais toi, le père, je veux de même, l'as-tu vu le nouveau trailer? Qu'est-ce que t'en penses? Le design est plus beau, mais j'avais aucun intérêt pour le film avant, puis j'en ai pas plus, là, honnêtement. Mais je sais pas comment j'expliquais tantôt. Ils ont-tu fait le film au complet?
Ils ont juste rechangé le CGI de Sonic. Là, Tu peux pas refaire un film au complet en 6 mois. Mais je trouvais que la présentation du trailer était différente du premier, beaucoup. Là. Ils misaient sur des vieilles références de Sonic. On voyait faire des loups, puis pogner des scènes. Je t'ai dit, moi, je l'ai vu ça dans l'autre trailer. Bon, c'est peut-être moi qui vis dans un Mandela Effect qu'on connaît pas encore. Peut-être dans une autre dimension, oui. Peut-être que, dans le fond, le premier Sonic qu'on a eu, c'était le vrai Sonic. Peut-être dans une autre dimension alternée, c'est encore ce film-là. Là. Nous autres, on a comme frappé un lot puis on a changé d'univers. Ah, ça se pourrait, ça. Bon. Pourrait. Aujourd'hui, ça se pourrait. C'est sûrement ça. Je vous le dis, moi. Aujourd'hui même, en parlant de Mandela FX, Disney Plus sort sa plateforme qui s'apparente un peu à Netflix. Je pense que les gars, vous avez un peu expérimenté. Là. Dans mon univers à moi, là, Fox n'est pas à Disney. Disney n'a jamais acheté Fox. Disney a acheté bien des affaires. J'étais surpris de voir les Simpsons dessus. Ben, c'est justement ce que j'allais aborder. Je viens d'aller voir pour ça. Le dub en québécois, les 30 saisons, quand même, on va lui donner. Mais tu sais, à part de ça, y a-tu des choses intéressantes? Là, tout le monde parle des Simpsons. Toutes les saisons sont là en québécois, mais là, OK. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tous les vieux films d'animation de Disney, là, les films de la voûte. Mais tu vois que c'est un service qui est vraiment fait pour être plus familial, je pense, que Netflix ou autre chose. C'est correct, c'est le catalogue de Disney. Là. Si t'es intéressé, c'est dans le fond, fou, c'est Netflix for Kids, ça sauce. Tu sais, c'est Disney, puis c'est National Geographic, c'est à peu près ça, le contenu qui sont dessus, comme c'est là. Si c'est des films qui vous intéressent, oui. Mais c'est un peu la même affaire que Netflix. Je dirais, regardez le catalogue avant de vous abonner, prenez le free trial. C'est 7 jours gratis, je pense, ça. Ouais. Je m'en vais me désabonner de je pense pas le réabonner, mais je vais prendre 7 jours, je sais un petit peu qu'est-ce qu'il y a dessus, mais... Côté matériel exclusif qui va être produit, y a-t-il des choses qui peuvent être intéressantes? Ben, c'est sûr que Disney a tout ce qui est Marvel, qui est Star Wars, etc. Fait qu'il y a du potentiel pour faire beaucoup de stock exclusif. Là, mais je sais pas exactement qu'est-ce qui est en travail. Là. Bon. Désolé, il fallait que je le fasse. Ben merci Max. Non, moi j'aime ça voir l'opinion de Lepage, qu'est-ce qu'il en pensait. Puis tout, Max, t'avais un peu ça, tu disais ouais. Moi j'ai même pas checké, tantôt tu checkais vite. Faut que t'aimes Disney, là, faut que t'aimes écouter Le Roi Lion et toutes ces shit là. C'est-tu Disney, Le Roi Lion? Là? Oui, ok, oui. c'est bon. J'ai dit le premier qui venait à ma tête, mais toutes ces niaiseries là, si t'aimes pas ça comme moi, t'aimeras pas ça, là, Disney. Bon. OK, on va poursuivre avec Last of Us qui a été dealé. En plus, la première date avait été annoncée il y a seulement 2 ou 3 semaines, puis après ça, on nous annonce un nouveau délai. Ça va finalement sortir au mois de mai 2020, le 20 mai 2020. Fait que ça va être dans l'année financière prochaine. Je pense que le but, c'était que ça sorte avant la fin de l'année financière 2019. Mais ce sera probablement un des derniers gros jeux de la PS4. Probablement un des premiers gros jeux de la PS5, j'imagine aussi. OK, prédiction ici. Fait que Max, Kojima qui pleure par rapport à des critiques américaines. Yes, ben là, Kojima a eu vent de toutes ces critiques-là qui commencent à sortir tranquillement de Death Stranding. Death Stranding. Et ben ouais, là, il y a 2 volets à ça. On va commencer par parler du fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas nécessairement vendus sur ce jeu-là, de en partant, qui est un jeu assez spécial, que tu sais, c'est pas du run and gun, il y a beaucoup plus de narratif, il y a des passes bizarres, genre il paraît que t'as un genre de bébé avec toi, là, puis que des fois il se met à brailler, là, puis là faut que tu prennes ta manette, puis tu berces ta manette, genre, pis des fois ça peut prendre du temps, paraît-il. La réalité augmentée. Là, ça l'arrête carrément, là, t'arrêtes, puis là faut que tu berces ton bébé, puis il y a plein d'affaires de même un peu bizarres, ou ce que oui, ça fait peut-être partie du narratif, mais tu sais, c'est un jeu vidéo, là. C'est un jeu vidéo, gang. Si tu veux du narratif, normalement, t'écoutes un film, là. À un moment donné, tu vas te mettre à bêcher un jardin pendant 8 heures en ligne. En tout cas... Ben, c'est Stardew Valley. Ouais, mais tu fais-tu des moves? Non, j'avoue. Ouais, ben, c'est le gros problème de beaucoup de reviewers, ou même les reviewers qui trippent sur ce jeu-là, qui aiment ça, ils disent qu'ils peuvent pas le recommander.
Fait qu'il dit oui, c'est un bon jeu. Moi, j'aime ça. Il y a une pas pire note, mais c'est pas recommandable parce que. Ils peuvent pas le recommander à tout le monde. C'est ça, telle et telle raison. Tu recommandes certains juste à certaines personnes qui aiment telle affaire ou qui aiment Kojima. C'est un public niche. Et ça se reflète un peu dans les reviews en tant que tel. Et là, Kojima, de sortir publiquement et d'un peu blâmer les reviewers américains en disant que c'est peut-être eux autres qui sont pas capables de catcher la subtilité. C'est de l'avant-garde, vous comprenez C'est ça, rien. il disait que certains reviewers français et italiens, surtout en Europe et en Asie, Les artistes. étaient capables de mieux comprendre justement parce qu'il disait que ces peuples-là ont un passé artistique plus développé, puis il a fait référence à ça. Ben, je le comprends. Les critiques sont pas si mauvaises que ça. Là. J'imagine que le scandale, c'est IGN qui a donné genre un 6. Ça, c'est le deuxième point que je veux aborder. J'ai une théorie par rapport à ça. D'après moi, Kojima a vu 2-3 mauvaises critiques américaines et a généralisé en pensant que les critiques américaines allaient être plus mauvaises qu'en Europe et qu'en Asie, qui doit avoir vu des meilleures critiques un peu. Mais il y a du monde qui l'ont pris à ses mots et qui a vérifié tout ça. Ils ont pris ce que lui a dit. Ils ont fait « OK, c'est-tu vrai d'un chiffre qu'il est plus mal coté aux États-Unis? » Et ils ont sorti autant les critiques des reviewers, le nombre de critiques sorties, plus répertoriés par pays, puis ils ont fait une moyenne générale. Et les États-Unis est parmi les... Si c'est pas le premier, c'est le deuxième meilleur pays. Si tu prends en compte le nombre de critiques puis le score qu'il y a. Et le pire, c'est l'Asie. Ouais. Lui, dans le fond, il a été chercher qu'est-ce qu'il voulait prouver. Là. D'après moi... On va aller voir les mots américains, on va prendre des mauvaises critiques, puis je vais dire qu'ils sont de la merde. D'après moi, il a généralisé, il a peut-être été froissé par une couple de mauvaises critiques, et là, il a attaqué les Américains. Il disait que les Américains aiment mieux les first-person shooters, puis que Death Stranding, c'est pas un first-person shooter. Fait que là, il disait, c'est pour ça c'est moins bien vendu, blablabla. Que le monde ont vérifié, pas rien que ça, mais aussi les jeux les plus vendus ou les mieux cotés. Parce que là, il y a du monde qui disent oui, c'est vrai que les first-person shooters vendent bien aux États-Unis, pas mal plus que d'autres places, mais ils sont pas nécessairement mieux cotés que d'autres jeux. Ça veut pas dire qu'ils sont aimés plus. Et là, peut-être que Kojima confond les ventes avec les critiques. Veux-tu le succès critique ou le succès commercial? Ben, c'est quoi ça, qu'il veut, là. Si tu voulais un succès commercial, fallait peut-être pas faire un jeu bizarre de même, premièrement, Mr. Kojima. Et de deux, je pense qu'il a été un peu froissé par toute cette histoire-là, qu'il l'a pris un peu personnel. Et là, le monde un peu chialait à propos de ça. Là. Il était pas content de voir la réaction de Mr. Kojima. Monsieur a peut-être son ego aussi, je pense. Ouais. Peut-être. Mais si je checkais, le Metacritic est à 83, fait que c'est quand même pas dramatique. Exact. Ils ont checké aussi Metacritic, pas rien que les reviewers individuels. Ils ont fait la moyenne des deux. C'est pas dramatique. Il y a IGN, je sais qu'il a donné plus bas là, que la moyenne, mais... Je pense que GameSpot a donné un 9, des trucs comme ça. C'est pas... ça se fait pas... Je dirais que les user reviews ont l'air pires que ceux-là des journalistes ou des YouTubers en général. Ouais, quand même. Mais je sais pas, j'ai pas joué encore. C'est un jeu qui... J'ai pas joué, puis j'ai tellement rien regardé de ce que c'est le jeu que je suis un peu dans le néant, ce jeu-là. Puis c'est un jeu qui m'intéresse, c'est un jeu auquel je pense que je veux jouer, fait que j'ose pas trop regarder le review. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que je veux pas me spoiler. Je sais pas où est-ce que je suis sur ce jeu-là. C'est bizarre, hein? C'est un des jeux qui cause le moins de réactions dans le podcast ici. Parce que même si JF avait été là, je pense qu'il l'a pas checké lui non plus. On n'a pas de... Personne ici n'aurait depuis 3 ans au-dessus de ce on n'a pas de fan de Kojima dans nous autres non plus. Personne qui tripe Metal Gear Solid. Il y a d'autres, c'était Snatcher puis tout ça. Ben, tu sais, j'adore... C'est le vieux Kojima. C'est ça, j'adore l'époque pré-Metal Gear, moi. Ben, même à ça. Polysnow. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime Polysnow et Snatcher, en fait. Il n'y a pas grand-chose d'autre de Kojima que je trippe, en tout cas, personnellement, là. Mais, tu sais, c'est pas mauvais. Metal Gear 4, je l'ai fait, mais je colle pas autant, mettons, que mais Death Stranding, ça a-tu une saveur du pré-Metal Gear ou c'est... Je peux pas dire. Je pense que c'est tellement sa propre affaire. Toi, tu dirais quoi à ça, le père? Comme je te dis, j'ai tellement pas regardé... tout ce que j'ai vu, c'est les bandes annonces, genre du E3 pis ces affaires-là, mais ben, il est sorti des vidéos de gameplay, à un moment donné, j'en ai pas regardé. Je veux pas... C'est un jeu que si je le fais, je veux le faire le plus à l'aveugle possible. Fait que je peux vraiment pour respecter l'œuvre. Je dirais peut-être côté narratif, d'après moi, il doit y avoir du Snatcher puis du Polysnow parce que c'est les histoires de ces jeux-là sont développées en calvaire. Là. C'est de quoi côté narratif en esti. Mais c'était des point and click.
Point and click, c'est pas mal axé sur l'histoire. C'est quasiment des romans, comme tu faisais le page des romans interactifs. C'est ça, là. Ils disent donc vous êtes le héros. C'est pas ça que tu jouais pas à des jeux de même, tu faisais des fois. Des gens de Agatha Christie, de Je te crisse pas quoi, là? C'est pas ça? Non, j'en avais sur ma Vita, je pense Steins Gate, des affaires de même qui sont littéralement des romans interactifs, des boîtes de texte une après l'autre. Puis il y a certains jeux qui se limitent pratiquement à ça, là. Mais il y a certains, je dirais que la Vita ou même la Switch peuvent être des bons supports pour ça. Ouais. Bref, ça fait parler pas mal, ce jeu-là. Et beaucoup de monde sont mitigés. Kojima qui pleure un peu de son bord. Ouais, il devrait se fermer, je pense. Ouais, d'après moi, il a froissé beaucoup de personnes avec cette sortie. Ou ce qui est un peu, on dirait, qui regarde les Américains de haut. Là. Ouais. Genre, vous aimez juste les first-person shooters, donc c'est normal que vous me compreniez pas. Ça sonne un peu comme ça. Très modeste. Ça me fait penser à beaucoup de rhétorique politique, donc je m'avancerai pas dans les parties. On va continuer. Hey Max, on avait oublié une nouvelle. Quoi donc? Diablo 4. Ah bah oui, on l'a a visionné. On finit avec ça? Oui. Finissons avec Diablo 4. Ça aurait été une nouvelle pour GF, ça, tout ce qui est BlizzCon et Diablo. Ouais, on l'a regardé un peu. Je trouve que ça a l'air plus hot que le 3. Vite de même, le visuel est un petit peu changé. Ça revient un peu plus fidèle à Diablo 2, on dirait. Le monde parle beaucoup que ça ressemble à Diablo 2. Le 3, moi, j'ai pas tellement joué, fait que je peux pas le comparer. Le 3, il y a une perspective, on dirait, genre semi-World of Warcraft, semi-Diablo. Genre, si tu veux, tu peux aller quand même assez proche. Mais la caméra. Diablo 3, c'est un peu plus, sans pour être poli, un peu plus jambon. Il est dumb down. Il est dumb down as fuck. Je pense que ce qui a agacé beaucoup de monde, c'est que tu fais pas vraiment de build dans Diablo 3. Là. Tu peux switcher tes skills n'importe quand, mettre dans ce que tu veux. Skills, mais t'as pas de build spécial comme WoW, comme Diablo 2. T'es jamais bloqué et ton choix est jamais définitif. Tu peux tout le temps switcher entre tes skills. C'est une version plus accessible pour le monde qui n'ont jamais vraiment joué à Diablo. Personnellement, j'ai lâché assez vite là, Diablo 3. Moi, je me suis acheté une carte vidéo exprès pour ça quand ça l'a sorti. Puis j'ai joué peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Genre assez intense. Là, on était 4 qui jouaient, les gars. Puis on se loguait. Puis à chaque soir pour jouer. Puis un moment donné, on a tous décroché un après l'autre. Puis on a dû level 40 quelques. J'ai perdu le... Je vais donner du crédit que Diablo 3 sur console était le fun à jouer en cliff, par exemple. Rendu là, les contrôles étaient vraiment bien faits pour la version console. J'ai joué au début où personne n'aimait ça. Tout le monde haïssait ça. Il y avait l'Auction House. En plus, au début, que l'Auction House, c'est cochon aiguë. C'était détesté. Puis là, tout le monde m'a dit « Hey, recommence. Là, c'est rendu cool. » Il paraît que quand ils ont sorti l'expansion, ils sont vraiment repris. Mais moi, ils m'ont perdu direct au début. Là. Si t'es pas capable de sortir un bon jeu direct au début, là, je me donnerais peut-être pas la peine de rejouer après. Là. Quand je l'ai fait, c'était Reaper of Souls, je pense, justement, avec l'expansion. Il paraît que c'était rendu bon. Là, mais... Je l'ai fait au complet une fois, j'ai aimé ça, mais j'ai essayé une couple de fois de me repartir les personnages, puis j'ai jamais accroché comme justement j'avais accroché à Diablo 2, à me faire plusieurs personnages, plusieurs builds. J'ai même pas passé Hell, moi. J'ai fait, je pense, on commençait. Y a-tu encore 3 niveaux? Je me souviens même plus s'il y a normal, Nightmare ou Hell. Il n'y a pas plusieurs. Ça monte genre jusqu'à Nightmare 92. Ouais, c'est de quoi de même. Ça a plus de fin. Là, moi, j'ai même pas. Je l'ai fait une fois, je l'ai refait à Nightmare, puis là, après ça, j'ai fait, regarde. Regardez, là. Passer à autre chose. Mais bref, le 4 a l'air un petit peu plus à revenir aux racines. Je suis un petit peu plus encouragé malgré les bévues de Blizzard avec Hong Kong. Là. Fait que Max, t'as joué à Luigi Mansion depuis quoi, le 31 octobre? Depuis la journée de la sortie, j'ai été le chercher. C'était l'Halloween? Ouais, j'ai été le chercher le matin. Vendredi matin à 9h, j'avais mon Luigi. C'est très bon. C'est très bon à date. Bon. Ouais, à date, c'est un jeu qui revient un petit peu plus aux racines comme le 1. J'ai détesté le 2. Dark Moon, j'ai fait... il change complètement la donne où avant tu étais dans une mansion où tu explorais comme tu voulais puis tu prenais vraiment en charge ton aventure à des tableaux. Genre 1-1 va voir ce fantôme-là là. Après ça, tu termines, tu reviens, tu rentres dans 1-2, faut que tu trouves un autre fantôme. Vraiment de la merde. Tu voulais faire de quoi comme plus de Mario? Ouais, non, ça, j'ai vraiment détesté. Là, le 3, c'est un peu, un genre d'hybride entre le 1 et le 2.
c'est le mode du 1 où tu es libre d'explorer où ce que tu veux. Tu fais vraiment un peu... c'est pas dans l'ordre que tu veux. Là. Mettons qu'il faut que tu ailles à l'étage 13. Il va falloir que tu ailles à l'étage 13. Tu peux pas aller à la 14 parce que après avoir fait la 13, tu débloques la 14. Ouais, mais ça te permet de revenir partout dans la mansion. Oui, parce que tu as des collectibles, il faut que tu pognes des fantômes, tu as les bouts à collecter, tout. Fait que tu peux retourner dans l'étage que tu veux, n'importe où. Là. Tu sélectionnes pas ton tableau puis tu n'es pas dans une partie restreinte d'une mansion. Tu peux vraiment accéder à n'importe quoi. C'est-tu concept un peu Metroidvania que tu vas pogner des items puis revenir? Non. C'est quand même assez linéaire. Linéaire. C'est que t'as pas tant besoin de backtracker à des places. À part quand que le plus gros le plus gros déchet du jeu, le plus gros défaut du jeu, c'est qu'ils ont souvent tendance à t'enlever un item que tu vas pogner. Mettons, tu pognes un bouton pour le nouveau floor, le nouvel étage, tu es au 13, tu pognes le bouton du 14. Fais yes, je vais pouvoir aller au 14e étage. Mais là, en retournant à l'ascenseur, il y a un chat fantôme qui pop et qui te vole ton bouton. Des chats fantômes. Puis là, le tabarnak, il sauve, faut que tu le battes 3 fois, puis il sauve dans 3 floors différents. Tu vas le battre 7 fois à cause que ça a 7 vies, un chat. Ouais, ben ça ressemble pas mal à ça, parce que, normalement, c'est 9 vies. Mais d'après moi, je pense que ton concept est vrai, parce que je l'ai battu 1 fois, 3 fois. Là, c'est la 2e fois que je le rencontre, faut que je le rebatte 3 fois. D'après moi, il doit en avoir une 3e pour qu'on arrive à calice de 9 vies. Mais ça, là, c'est bon. C'est déjà un fantôme, il peut juste y en rester 8. Man, tu sais pas, peut-être qu'un chat fantôme, c'est exponentiel. Peut-être que ça a 81. Les gars, on revient à la review, s'il vous plaît. Le point que je déteste dans cette style niaiserie-là, c'est que c'est clairement une tentative de faire du padding, comme on dit. C'est pour mettre le jeu un peu plus long. C'est que là, à la place de terminer l'étage 13 puis d'aller tout de suite à la 14, mais là, il faut que je cours après le calice de chat pendant 20 minutes, une demi-heure. Fait que là, on rajoute une demi-heure au gameplay. Le jeu dure 20 heures, en fait. Il devrait durer genre 14-15. Puis c'est pas nécessairement le fun. C'est pas le fun. Ça serait le fun. C'est pas que c'est pas nécessairement le fun, c'est que c'est dégueulasse, c'est plate. C'est plate. C'est atroce. Ou si c'est pas un crise de chat, c'est un fantôme qui te vole ton bouton. Mais... Faut que tu cours après un autre fantôme. Ils ont vraiment... Il est caché, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de petit jeu designé pour ça. C'est vraiment... Non, c'est que tu t'obtiens l'item que tu voulais, tu as enfin le bouton, tu arrives pour retourner à l'ascenseur, puis là, dans ton chemin, tu te le fais voler. Faut que tu cours après. Tu cours après pendant une demi-heure, ben oui, t'as le fantôme s'en va en haut, fait que là, faut que tu ailles soit à l'étage plus haut, à l'étage plus bas, ou faut que tu cours dans toutes les chambres en checkant les traces. Tu cours ou tu le retraces? Tu le retraces. Tu cours après en le retraçant, c'est ça que je voulais dire. C'est que lui s'en va, puis là, tu es libre d'aller où tu veux, mais il faut que tu checkes avec ta lampe, là, t'as un genre de faisceau lumineux qui permet de voir les choses cachées. Fait que là, tu peux voir qu'il y a des traces de pas qui mènent à telle place. Fait que là, il faut que tu te parles à tout, tu fais sortir le fantôme, tu le bats. Des fois, il se sauve à une autre place. 3 fois. Beaucoup de padding artificiel pour vraiment enfler la longueur du jeu artificiellement. C'est ma seule critique que je peux vraiment donner de ce jeu-là. Parce que sinon, le jeu est beau. La musique est pas pire. La musique est moins bonne que dans le 1. La musique, t'avais un petit quelque chose. Des fois, elle fit pas. Des fois, elle fit pas à tout, mais c'est pas mauvais pareil. Là. C'est des bonnes tracks, mais c'est rien que tu fais, c'est pas Luigi Mansion, là, ça. Là. Que la musique, je la mettrais pas d'un point mauvais point, mais d'un point correct, plus faible un peu. Mais sinon, le reste, c'est malade. Les boss, c'est fou. S'ils avaient juste tiqué à tous les genres de boss qu'ils ont fait, pour pas nous faire backtracker pour aller chercher des hosties d'items qu'on vient de perdre, ça aurait été débile. Là. La manière de battre les boss, ils ont tellement innové. Il y a des boss malades mentales parce que là, tu as une nouvelle attaque où ce que tu peux avoir une genre de... Comment qu'on appelle ça? Les affaires de toilettes là, que tu débouches les toilettes avec. Une pompe à toilette? Non, un siphon. Fait que tu peux tirer un siphon puis aspirer avec ta balayeuse. Puis là, tu peux tout détruire dans l'environnement. Tu as des meubles que tu peux détruire, tu peux tirer des panneaux, tu peux décriffer des affaires. Même des fois, une mécanique que j'ai adorée, on se battait contre un gros fantôme qui faisait tilter un bateau de gauche à droite comme le Titanic. Fait que là, si tu le laissais tilter, ben là, tu tombais dans la bouche du fantôme qui te mangeait. Fait qu'il fallait que tu tires une cible au bout du bateau pour ensuite aspirer ton siphon. Puis quand que le boss allait t'aspirer, t'allais te tenir avec ta balayeuse sur le siphon.
Fait que c'est Puis quand après même ça- puzzle, Ouais, il y a énigme. beaucoup, beaucoup de puzzles. Si vous aimez les puzzles, vous allez adorer ce jeu-là. Il y en a même des fois qui sont pas évidents. J'ai adoré les puzzles, autant pour le boss que pour l'aventure. Les puzzles sont excellents. Donc, aussi, tu as vraiment l'ambiance de Luigi's Mansion 1, comme je dis, à cause du style de gameplay. Donc, c'est vraiment pas un mauvais jeu, pour vrai. C'est comme je dis, j'ai pas terminé le jeu encore. Là. Je suis rendu à la... J'ai débloqué le piton de la 14e étage, mais le calice de chat s'est sauvé avec mon bouton. Fait qu'il faut encore que je retrouve le chat pour aller à la 14e, puis il y a 15 étages en tout. Comme tu dis, ça doit briser le rythme, puis peut-être que le jeu aurait eu intérêt à être plus court, mais plus rythmé. Moi, j'aurais laissé le jeu à 12-13 heures, puis au pire, fait un New Game Plus avec d'autres affaires, à la place de nous le padder avec, en nous faisant voler nos boutons. C'est avec nous patience, Chris de chat. Ouais. Il aurait dû faire un autre Call of Toton. Alors, je sais pas. Ben, quand que tu joues à de quoi, puis que tu sacs, puis que t'aimes pas ça, là, puis que c'est vraiment dégueulasse, ça, c'est pas le fun. Là. Ouais, c'est pas réussi, je pense. C'est pas le fun de ce côté-là. Si c'était pas de ça, c'est vraiment le seul mauvais point, parce que sinon, c'est magique, ce jeu-là. C'était vraiment cool. Super. Fait que, as-tu une note à nous suggérer ou tu fermes ça direct de même? Bah là, au moins un 80%, là, un 8 sur 10 facile. J'enlèverais 2 points pour ça. 1 point pour le padding, 1 point pour la musique. Putain, Ça toi. ressemblerait pas mal à ça. 8 Sinon... sur 10. C'est quand même un jeu que je recommande, pour vrai. Surtout si vous avez joué au premier Luigi Mansion, vous avez aimé. Puis même si tu as joué au 2, parce que la manière d'aspirer les fantômes puis de te battre un peu, ça ressemble vraiment au 2 de ce côté-là. Ouais. Ils ont gardé le système de je commence combat. à jouer au 1, moi, de 1. Jouez tout au 1, la gang. J'ai jamais joué à ça. Il est tellement hot, puis c'est pas très long. Le 1 dure 10-12 heures. Ça, c'était sur la... Oui? GameCube. GameCube, OK. GameCube, ça a été un launch game pour le GameCube. GameCube a launché avec un Luigi Mansion. Donc, Puis Mario is Missing, c'est-tu un pré-Luigi's Mansion? oh, arrête avec ça, là. C'est un des jeux où ce que Luigi est mis au premier plan, mais non, ça n'a pas rapport. OK, je voulais juste en faire mention. Fait que oui, un jeu que je recommande, mais avec des mauvais points, ça c'est sûr. Fait que Lepage, es-tu prêt à t'enligner sur ta critique ou impression de Outer Worlds? Yes, moi j'ai joué à Outer Worlds, le nouveau jeu de Obsidian qui est disponible sur PS4, Xbox One et sur PC. Je pense que ça va sortir sur Switch, mais c'est pas sorti encore. Obsidian qui était les développeurs, entre autres, derrière Fallout New Vegas, derrière South Park, The Stick of Truth, derrière Knights of the Old Republic 2. Puis ils ont quand même une bonne expérience avec les RPG. Outer Worlds est un western RPG dans la veine de Bethesda ou de BioWare, très inspiré de Fallout. Il y a beaucoup justement de Fallout New Vegas qui a détendu dans Outer Worlds, si on veut. C'est un peu Fallout dans l'espace, si on veut être réducteur. Le jeu commence dans Fallout, vous sortez de la voûte. Dans Outer Worlds, vous êtes réveillé dans un vaisseau spatial qui était un vaisseau envoyé pour envoyer les colonistes dans une nouvelle colonie. Mais le vaisseau est laissé, si on veut, en hibernation depuis quelques années parce que les gens qui s'occupent de la colonie ont décidé qu'on n'avait pas besoin de vous autres, vous coûtez trop cher. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis comme on va vous laisser geler? Oui, jusqu'à ce qu'un terroriste vienne réveiller une personne qui est évidemment comme une espèce votre de militant de personnage. Greenpeace, quelque chose de même? Oui, puis évidemment, il y avait juste une personne qui était capable de réveiller, puis c'est vous. Et vous avez la tu mission. fais partie de la rébellion, c'est quoi, là? Ou... Ouais, ben après ça, t'as la mission de soit collaborer avec lui pour libérer les autres colonistes en attente dans leur sommeil, ou vous pouvez le livrer aux autorités. Que je n'ai pas fait. Je sais ok, pas t'as deux chemins d'être là. Assez tôt dans le jeu, il y a des endroits où ça te donne la possibilité de le livrer aux autorités directement. Contrairement, Fallout est vraiment un open world, une grosse map. Je dirais que Outer Worlds est plus dans la veine de Mass Effect, c'est des plus petites zones à explorer. T'as ton vaisseau qui sert de hub où tu peux parler aux différents membres de ton party. T'en as 6 qui peuvent t'accompagner, 2 à la fois. Ça se passe de ton vaisseau de planète en planète, de map en map, où tu peux explorer différentes affaires. Je trouve que le design est super beau, la variété dans les environnements, c'est super beau. Il y a un petit look un peu cyberpunk à la BioShock, si on veut, que je trouve intéressant, avec les néons et ces affaires-là.
Il y a un petit peu de Bioshock dans l'histoire aussi. Quand vous arrivez sur la première planète, vous vous rendez compte que c'est une colonie qui est contrôlée par différentes entreprises. Chaque entreprise contrôle sa planète, si on veut. Son économie, puis tout ça. C'est tout ça. Puis on en est au stade un peu où, justement, là, c'est pas rentable de prendre les nouveaux colonistes qui sont là parce qu'on n'est pas capable de bien faire vivre le monde qui sont déjà dans les colonies. Il y a un petit côté critique du système capitaliste qui est là pour Max, je pense, dans le jeu. Pour moi. Ça devient... c'est un petit peu caricatural. Des fois, la première personne que tu rencontres te sort des slogans de compagnie comme pour te vendre du stock tout de suite au début. T'as même une séquence très tôt dans le jeu où il y a une personne qui s'est suicidée, puis il cherche un moyen comme que ce soit pas traité comme du vandalisme sur la propriété de la compagnie, puis que ça coûte quelque chose au monde qui travaille dans la ville. Ça va être un petit peu flyé. Ça réduit le statut de l'homme à objet en tabarouette, ça, man? Un peu, quand même. C'est une belle critique. Mettre en hibernation à cause que, anyway, tu vas coûter cher, Carlis. Toi, Ben, si tu serais dans ça, tu serais hiberné pendant toute ta vie. Bon. Là, évidemment, dans la veine de Fallout, t'as des factions un peu, fait que tu peux rejoindre les gens qui sont dans la rébellion, dans la résistance, ou être du côté des entreprises, puis encourager. Ça, c'est intéressant. Comme Fallout, là, ou Elder Scrolls, il y a des skill trees que tu peux monter. Ce que je trouve intéressant, c'est que, admettons la catégorie, tu gagnes 10 points par level, admettons la catégorie long range, tu peux pomper des points dedans. Si tu as des sous-catégories qui sont, mettons, pistols, long weapon, des choses comme ça, jusqu'à 50, dans le fond, ils vont monter les 3 ou les 2 en même temps dans une sous-catégorie, puis de 50 à 100, tu peux vraiment te spécialiser. Fait que ça te permet de faire un build quand même balancé, puis de choisir juste à la fin qu'est-ce que tu veux pousser plus loin. Au lieu de scraper ton personnage en mettant partout. Puis souvent, les skills les plus importantes que tu débloques se font assez tôt dans un tree. Puis après ça, tu développes plus de la spécialisation, puis de l'efficacité, puis des choses comme ça. Fait que ce que tu veux vraiment avoir, mettons, la possibilité de tes party members plus faire leur attaque spéciale. C'est le premier que tu débloques dans le tree. Fait que tu peux pas plus te spécialiser là-dedans, tu peux juste le montrer pour qu'ils débloquent leurs attaques spéciales, puis après ça, pas le pomper nécessairement pour qu'elles soient plus efficaces. La spécialisation, c'est quand même quelque chose de capitaliste. Hein? Ben écoute, là, ça combat le capitalisme. On augmente la productivité comme on peut. Hein. Je sais pas, Il là. y a beaucoup d'options de dialogue aussi. Je pense que ce que le monde n'a pas aimé de Fallout 4, c'est qu'il manquait beaucoup ce côté-là de dialogue, plus RPG, fait que ça, c'est revenu beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce genre de jeu-là. Ça me fait beaucoup penser beaucoup à Mass Effect. Au début, à Fallout particulièrement, mais plus que je joue, plus que ça me fait penser à Mass Effect. Mais je dirais, si vous êtes des fans de ce genre de jeu-là, pour moi, c'est un incontournable, parce que je trouve que c'est un des meilleurs qui est sorti dans probablement les 10 dernières années. Moi, je le trouve meilleur que Fallout 4, personnellement. Meilleur que Fallout 76? Ah, ben de loin. Tu sais, je suis quelqu'un qui donne des pauses des fois à des jeux de même, comme que ce soit Vampire, Greedfall, Technomancer, etc., qui sont des jeux que je fais parce que j'aime le genre, même si je vois que c'est des jeux qui ont quand même des gros défauts. Outer Worlds est loin d'être parfait. Si vous n'aimez pas ces jeux-là, c'est pas le combat le plus tactique de l'histoire. C'est pas le combat le plus excitant de l'histoire, mais c'est vraiment plus centré sur le côté RPG, le côté histoire. Quelqu'un qui aime ces jeux-là, qui aime les jeux de Bethesda, qui aime les jeux de BioWare, je dirais que c'est un bon 9 sur 10. Ça va peut-être pas convertir du monde qui aime pas ces jeux-là, mais pour quelqu'un qui a été déçu de Fallout 4, de Mass Effect Andromeda ou de plusieurs affaires là même, c'est un très bon investissement. Et si vous êtes sur Xbox, c'est déjà gratuit avec Xpass depuis la sortie. Fait que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Tabarouette, le page était complet comme critique et impression. J'espère. C'est le genre de jeu où tu as joué à des Elder Scrolls, des affaires là même. Il y a tellement de mécaniques et d'affaires dans ces jeux-là que c'est dur de tout couvrir. Là. Mais j'espère avoir au moins donné... Ouais, mais t'as l'air d'avoir une très bonne impression du jeu, fait que ça me donne quasiment le goût d'essayer ça. Moi qui est rendu... Vous autres qui êtes deux bons gauchistes, vous allez aimer ça, ce jeu-là? Ah, peut-être, là. Mais tu sais, ça me fait un peu penser... Tu sais, même dans l'histoire, je pense pas que tu aies joué à Bioshock, là, mais Bioshock, c'est une ville en dessous de l'eau que tu es construite. Ça pousse un peu les idées d'Ayn Rand et de capitaliste
à son absurde un peu, là, qui a vraiment comme aucun contrôle. Puis c'est un peu la même affaire, ça pousse la réflexion au ridicule. Là, quelqu'un qui est sur le bord de mourir te sort des slogans de compagnie puis des affaires de même. Là. Moi, je trouve le writing drôle pour son côté absurde. Ça ferait-tu orwellien un peu ces bords ou... Tu sais, Borderline, là, t'as le côté... t'as pas le côté Big Brother nécessairement comme dans 1984 ou des affaires de même, là, mais tu sais, mettons que t'es dans une ville contrôlée par une compagnie, c'est sûr que le monde, ils voudront pas parler contre. Ça me faisait penser vite de même à White Noise, un autre roman de Orwell. C'est le monde qui ont connu ça un peu. Moi, j'ai été obligé de le lire à l'Uni, là. Mais ça ressemblait un peu à ça, vite de même. Là. Le meilleur des mondes. J'ai la vibe. White Noise, je sais pas en français, je l'ai lu en anglais. Je sais même pas c'est quoi la traduction en français. Je peux pas dire. Mais bref. Parole. Fait que, avez-vous d'autres points à rajouter, les gars? Ou non, ça fait pas mal le tour. Épisode 67, dans les nouveaux studios anciens, on sait plus trop, là, on est revenu dans notre vieux setup. Théoriquement, c'est l'ancien nouveau, parce qu'on a commencé chez nous. Chez nous, c'est l'ancien. Après ça, on était chez vous, fait que chez vous, c'est le nouveau. Mais là, vu qu'on l'a déjà fait, c'est rendu l'ancien nouveau. Puis là, il est rendu différemment. On essaie d'updater un peu les choses. Les programmes, les cartes de son, la console. Ça va sonner, on essaie de sonner comme les autres épisodes. Quand on était chez Max, c'était nickel. Là, mais... On a même un petit salon à côté avec un petit Genesis puis un NES. Ouais, on a comme une brainstorm room dans le studio à cette heure. Là. On est rendu vraiment loin dans notre processus créatif. C'est fou, raide. Malade! Le page a l'air d'être d'accord. Complètement fou. Yes! Fait que Criff, merci bien d'avoir été des nôtres pour cet épisode 67 de C'est pas pour le Exactement. Je recommence. Fait que Criff, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode numéro 67 de C'est pas pour les doux. On se revoit dans le prochain épisode pour l'épisode Jaromir Jagr. On est rendu un Splock Sport. Il va falloir peut-être parce que c'est l'épisode 68, la gang. Peut-être pas, là. Ah ouais, moi je m'en occupe. Merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Bye bye.